Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire consacré à la nouvelle ordonnance sur la protection des données. Au nom de l'étude Auberson-Abels, j'ai le plaisir de vous accueillir avant les interventions pour vous présenter rapidement la marche à suivre de cette présentation. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, nous avons ce webinaire depuis maintenant plusieurs années, depuis 2017, avec la publication du projet de révision de la LPD. C'est le deuxième séminaire, webinaire plutôt, qui est consacré cette année à la LPD. Il nous avait semblé en effet important de réagir rapidement suite à l'adoption de l'ordonnance sur la protection des données pour vous tenir au courant de ces sujets qui sont évidemment très importants en pratique. Je passe rapidement aux bonnes pratiques de ce webinaire. Vous avez la possibilité de poser vos questions à n'importe quel moment dans l'option Q&A, Q est R en français. Vous destinez, si possible, vos questions à l'ensemble des intervenants pour que tout le monde puisse voir les questions. Il sera répondu à ces questions à la fin du webinaire dans une session de questions-réponses ou, si ce n'est pas possible à ce moment-là, par écrit après le webinaire. Les slides que vous voyez s'afficher sur votre écran maintenant vous seront transmises par email après la présentation. Et à la même occasion, il vous sera également envoyé en lien. La session est enregistrée et vous pourrez, en cliquant sur ce lien, revoir les meilleures parties de ce webinaire. Sur le déroulement de ce webinaire, il y aura 4 parties. Tout d'abord, une introduction à la nouvelle LPD pour retracer le cadre des dispositions législatives, les nouveautés introduites par l'ordonnance sur la protection des données, quelques mots sur la mise en œuvre concrète de ce nouveau cadre juridique que l'on connaît maintenant en entier, et enfin la session de questions et réponses. De nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant dans le petit onglet Q&A ou Q&R qui s'affiche en bas de votre écran pour que les intervenants puissent y répondre à la fin de la présentation. Je vous présente rapidement les intervenants. Tout d'abord, Sébastien Pittet, c'est dans l'ordre des présentations, vous présentera brièvement l'introduction à la nouvelle LPD, pour rappeler le cadre législatif. Ensuite, Philippe Fischer, qui co-dirige le practice group Data Protection avec Antoine Amiguet. Philippe Fischer vous présentera les nouveautés spécifiques de l'OPDO, de l'ordonnance sur la protection des données. Antoine Amiguet, qui co-dirige donc avec Philippe Fischer le practice group Data Protection, quant à lui, parlera de la mise en œuvre concrète de ces dispositions, avec notamment la question des premières démarches à entreprendre pour les personnes visées par cette législation et les questions de droit transitoire, ou plutôt l'absence de droit transitoire. Et enfin, Maître Sonia de la Fuente, qui est counsel dans le Practice Group Data Protection, animera la session de questions et réponses à la fin de cette présentation. Voilà ce que je voulais dire à titre d'introduction. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter les différents intervenants et je passe maintenant la parole à Sébastien Pittet. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, pardon, je crois que vous ne m'entendiez pas. Voilà, donc nous avons décidé de commencer par revoir quelques points importants de la nouvelle loi sur la protection des données. Alors, ce sera peut-être un rappel pour certains, puisque cette nouvelle législation, en tout cas la loi, est en vigueur depuis, enfin, a été adoptée depuis plus de 2 ans, avant de ensuite s'intéresser à quelques particularités plus spécifiques de l'ordonnance, comme l'a énoncé Sébastien à l'instant. Pour commencer, une petite ligne du temps qui retrace ce parcours d'obstacles qui a été cette révision de la loi sur la protection des données, qui a commencé en 2017 et en vérité même avant 2017, puisque fin 2017, il y a eu la publication du projet de révision de la LPD. Ensuite, 3 ans plus tard, en 2020, l'adoption de la LPD révisée, donc la version définitive. Ensuite, en 2021, le premier projet d'ordonnance et un premier projet qui a été sujet à pas mal de critiques, car il contenait certaines particularités un peu étranges, particularités qui, fort heureusement, ont été pour la plupart expurgées lors de l'adoption de la nouvelle ordonnance sur la protection des données qui a été publiée le 31 août 2022. Et finalement, dans un peu moins d'une année, la date que nous attendons ou que nous redoutons, le 1er septembre 2023, l'entrée en vigueur de la LPD révisée et de son ordonnance. Premier point important s'agissant de cette nouvelle ordonnance, elle concerne le champ d'application, puisque à l'heure actuelle, la LPD s'applique au traitement des données des personnes physiques ainsi qu'au traitement des données des personnes morales. Et cette nouvelle loi sur la protection des données, cette révision de la LPD, réduira le champ d'application de la LPD uniquement aux personnes physiques, c'est-à-dire que lorsque l'on traite des données de personnes morales, on ne sera plus sujet aux obligations de la LPD dans ces traitements. On a ici une uniformisation avec le droit européen, une uniformisation probablement bienvenue qui sera utile en particulier dans le cadre d'échanges et de communication de données avec l'étranger. Voilà, pardon. Donc, le deuxième chapitre important concerne les obligations du responsable du traitement, les nouvelles obligations qui ressortent de cette révision de la LPD. Euh, premier nouveau devoir important est le devoir d'informer la personne concernée lors de la collecte de données. Alors, c'est un devoir qui n'est pas complètement nouveau, puisque sous le régime de la LPD actuelle, il existe déjà pour les responsables de traitement privé, mais uniquement pour les traitements de données sensibles et les profils de la personnalité. Donc, ici, on aura d'une certaine manière un élargissement de ce devoir d'informer pour les responsables de traitement privés, puisque dorénavant, tous les traitements devront être informés sous réserve de quelques exceptions que j'ai citées ici sur la slide. Et ensuite, s'agissant du contenu de l'information, j'ai cité ici les 3 éléments minimums qui devront être transmis à la personne concernée, c'est-à-dire l'identité et les coordonnées du responsable du traitement, la finalité du traitement et les destinataires en cas de communication. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Toujours dans les obligations du responsable du traitement, une nouvelle obligation est celle de tenir un registre des activités de traitement. Aussi, une nouvelle obligation relativement conséquente, les responsables de traitement privé devront tenir ce registre
qui doit contenir toute une série d'informations que j'ai citées ici. Je ne vais pas passer au travers de toutes ces informations. Je vais revenir seulement sur la dernière. Lorsque il y aura une communication de données personnelles à l'étranger, il y aura l'obligation d'introduire dans ce registre le nom des États concernés, donc le nom des États dans lesquels des données seront transmises. Et on a ici une exigence supplémentaire par rapport au RGPD, une exigence relativement difficile à tenir pour les responsables du traitement, puisque lorsqu'ils auront recours, par exemple, à des sous-traitants à l'étranger et lorsque ces sous-traitants auront eux-mêmes recours à des sous-traitants, donc des sous-traitants, on peut avoir des structures où ces sous-traitants sont amenés à changer relativement souvent. Et c'est compliqué pour le responsable du traitement de tenir à jour ce registre des activités de traitement. Et donc, on a là une obligation assez conséquente pour les responsables du traitement. Ici, une exception un peu plus grande que pour le devoir d'informer, puisque les entreprises qui sont de taille petite ou moyenne, c'est-à-dire qui emploient moins de 250 collaborateurs, ne seront pas obligées de tenir des registres des activités de traitement. Il en est de même lorsque des personnes physiques traitent des données personnelles, à l'exception de deux situations lorsque le traitement porte sur des données personnelles sensibles à grande échelle ou lorsqu'il y a un profilage à risque élevé. On reviendra sur cette notion un peu plus tard dans la présentation. Voilà, on peut passer à la slide suivante pour voir les dernières obligations qui concernent le responsable du traitement, qui sont tout d'abord l'obligation de désigner un représentant lorsque le responsable du traitement privé a son siège ou son domicile à l'étranger, un représentant qui aura d'une certaine manière le rôle d'être la personne de contact pour le préposé ou pour la personne concernée. Ensuite, l'obligation aussi de faire des analyses d'impact. Alors, première question, quand est-ce que ces analyses d'impact doivent être effectuées? La loi nous dit que ces analyses doivent être effectuées lorsqu'il y a un traitement qui est susceptible d'entraîner un risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces analyses d'impact? C'est en d'autres termes une sorte d'auto-évaluation du projet par le responsable du traitement lui-même, qui va essayer de déterminer à travers une analyse d'impact si son traitement respecte les normes qui découlent de la loi sur la protection des données. Et à la suite de cette analyse d'impact, si le responsable du traitement constate que même avec les mesures de sécurité mises en place, il y a tout de même un risque pour la personne concernée, alors il devra soumettre son projet de traitement au préposé. Dernière obligation, s'agissant des nouvelles obligations dont on a voulu parler pour les responsables de traitement privé, qui est l'annonce en cas de violation de la sécurité des données. Ici, nouveauté, puisque les responsables de traitement devront annoncer en principe au préposé et également dans certaines situations à la personne connectée, à la personne concernée, lorsqu'il y a une violation de la sécurité des données. C'est le cas, par exemple, lorsque nous avons une fuite de données. Voilà pour les obligations qui concernent le responsable du traitement. Maintenant, cette nouvelle loi sur la protection des données, elle octroie également des droits un peu plus approfondis à la personne concernée, notamment s'agissant du droit d'accès ou du droit à l'oubli. Et là, j'ai donné quelques exemples s'agissant du droit d'accès, où on a une étendue du droit d'accès qui est un peu plus grande, puisque lorsque une personne fera une demande d'accès au responsable du traitement, la réponse devra contenir, et ça c'est des nouveautés de cette nouvelle loi sur la protection des données, notamment la durée de conservation, l'identité du responsable du traitement, ainsi que l'existence ou non de décisions individuelles automatisées. S'agissant maintenant du renforcement du pouvoir du préposé, alors
ici, de manière générale, on a un travail du préposé qui sera plus important qu'à l'heure actuelle. On aura une surveillance accrue du préposé avec notamment l'obligation dans certaines situations de faire des enquêtes et parfois de dénoncer les violations de la loi sur la protection des données aux autorités pénales. Alors, un dernier point important s'agissant des pouvoirs du préposé, ce dernier n'a pas la possibilité lui-même d'émettre des sanctions administratives ou financières, contrairement au droit européen. Il y a seulement la possibilité de mettre en place des mesures qui, elles, peuvent conduire dans un deuxième temps à des amendes si elles ne sont pas respectées. Ensuite, dernier chapitre, justement s'agissant de ces sanctions, il faut se rappeler que de manière générale, les violations de la nouvelle LPD sont réprimées par des sanctions civiles, tout comme sous le régime de la loi sur la protection des données actuelles. Et c'est seulement dans certaines situations que des violations de certaines obligations essentielles de la loi pourront être punis par des sanctions pénales. Petit ex parte, petit rappel, il faut savoir que le traitement de certaines données est déjà actuellement soumis à des sanctions pénales. Ici, j'ai donné quelques exemples, par exemple la violation du secret de fonction ou la violation du secret professionnel. Donc, il existe déjà aujourd'hui certains traitements qui peuvent conduire à des responsabilités pénales et donc l'analyse de la punissabilité d'un traitement ne doit pas toujours se faire sous l'angle de la LPD, mais aussi sous l'angle d'autres dispositions qui peuvent découler du code pénal ou, comme on le voit également ici, d'autres normes. S'agissant des personnes punissables, là, on a une petite distinction également par rapport au régime européen. La nouvelle LPD se concentre dans un premier temps sur les personnes physiques et c'est seulement à certaines conditions que la responsabilité pénale de l'entreprise peut être engagée, notamment sur la base des articles 6 et 7 du droit pénal administratif. S'agissant de la compétence, comme je l'ai dit avant, le préposé, il n'a pas un pouvoir direct d'émettre des sanctions, il a seulement un pouvoir de dénonciation aux autorités et ensuite la possibilité de prendre parti à la procédure. C'est bien les autorités de poursuite cantonales qui ont la possibilité d'émettre des sanctions. Et finalement, last but not least, s'agissant de ces sanctions pénales, elles sont de nature contraventionnelles et pourront monter jusqu'à 250 000 francs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire s'agissant de cette nouvelle loi sur la protection des données. Quelques rappels, puisque ça a été adopté il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et je cède maintenant la parole à Philippe qui vous parlera plus en profondeur de la nouvelle ordonnance. Voilà. Alors, bonjour, j'espère que vous me voyez. Bonjour à tous. Donc, effectivement, un grand merci Sébastien pour cette présentation des grands principes de la loi, de la LPD. Effectivement, en Suisse, ça a été rappelé, on a une réglementation qui est plutôt basée sur des grands principes et en cela, la réglementation suisse est différente du RGPD qui est beaucoup plus une réglementation très détaillée, rules-based, alors qu'en Suisse, on a effectivement une réglementation basée sur des principes. Et c'est pour cette raison-là qu'on attendait avec une certaine anxiété la publication de l'ordonnance qui est censée préciser un certain nombre de concepts qui figurent dans la loi. Et cette anxiété, elle a encore été accrue lorsqu'on a vu l'avant-projet de l'ordonnance sur la protection des données qui, comme certains d'entre vous ont peut-être suivi la procédure de consultation, contenait toute une série de bizarreries un tout petit peu surprenante et qui parfois allait même à l'encontre de la volonté du législateur telle qu'elle avait été exprimée par le Parlement quelques mois auparavant. Alors, autant tuer le suspense tout de suite, il n'y a pas de nouveauté fracassante dans l'ordonnance.
C'est rassurant dans une certaine mesure, notamment pour tous ceux qui ont déjà commencé des travaux de mise en œuvre par rapport à la nouvelle loi, et Antoine Amiguet reviendra dans le cadre de la troisième partie sur ces travaux de mise en œuvre. Mais on a néanmoins une ordonnance qui est utile, aussi un rapport explicatif de l'ordonnance qui est très utile, en particulier parce qu'il rappelle à de nombreuses reprises que la mise en œuvre de la loi est basée sur le principe de la risk-based approach, l'approche fondée sur les risques. C'est rappelé dans le rapport explicatif. Incidemment, dans le message de la nouvelle LPD, le Conseil fédéral dit qu'un des principes fondamentaux, le premier principe fondamental qui est mentionné dans le message de la LPD, c'est l'approche fondée sur les risques. Et donc, c'est évidemment un point très important, en particulier en lien avec les transferts internationaux que Sébastien Pittet évoquait tout à l'heure. Je n'ai pas prévu d'y revenir très spécifiquement dans le cadre de cette présentation consacrée à l'ordonnance, juste peut-être pour rappeler que l'article 10, alinéa 2 de l'ordonnance, dit qu'en cas de transfert à l'étranger, on doit prendre des mesures adéquates pour s'assurer que les engagements contractuels, entre parenthèses, type clause modèle, fin de parenthèse, soient respectés par le récipiendaire, des mesures adéquates, ce qui exprime, à mon avis, clairement une approche fondée sur les risques et n'est pas totalement en ligne avec la prise de position, comme vous savez, très dure, prise par le préposé dans le cadre de l'affaire de la Souva et de la M365. Je clôt là cette parenthèse. Vous savez que c'est un sujet qui me tient très à cœur et on peut volontiers en reparler aussi dans le cadre du Q&A. Ce qui était vraiment attendu dans le cadre de l'ordonnance, c'est la concrétisation des mesures de sécurité. Parce qu'en réalité, quand on lit la nouvelle LPD, la vraie délégation matérielle de compétences au Conseil fédéral figure à l'article 8, alinéa 3 de la LPD, qui permet au Conseil fédéral de fixer les mesures de sécurité. Et ça, c'est évidemment très important parce que d'un côté, c'est un des concepts sous-jacents à la nouvelle LPD et ça se matérialise aussi notamment par les devoirs d'annonce en cas de data breach. Et d'un autre côté, parce que la violation des mesures de sécurité, la violation intentionnelle des mesures de sécurité est assortie d'une sanction pénale, comme Sébastien Pittet l'a rappelé tout à l'heure. Et donc, du coup, on attendait avec beaucoup d'impatience ce que l'ordonnance allait nous dire au niveau des mesures de sécurité. Et c'est là-dessus que j'aimerais consacrer mon intervention. Et en constatant tout d'abord que l'ordonnance, lorsqu'elle parle des mesures de sécurité, subdivise en fait ces thématiques en trois. Il y a d'un côté ce que j'appellerais les mesures de sécurité au sens strict. Ensuite, on a le concept de la journalisation, qui est vu comme une mesure de sécurité. Soit dit en passant, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le cas, mais c'est traité dans le chapitre des mesures de sécurité. Et enfin, le concept du règlement de traitement, où là aussi, on a parfois un certain nombre de difficultés à comprendre le lien entre des mesures de sécurité et un règlement de traitement, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà un peu le triptyque auquel on est confronté aujourd'hui s'agissant des mesures de sécurité, les mesures au sens strict, la question de la journalisation et la question du règlement de traitement. S'agissant des mesures de sécurité au sens strict, le Conseil fédéral, dans l'ordonnance, reste relativement high level. Il explique qu'on doit prendre des mesures de sécurité qui sont en fonction du type de données, du type de traitement, avec une mention spécifique dans le rapport explicatif des traitements basés sur une infrastructure cloud qui sont réputés être plus risqués entre guillemets que d'autres mesures. Et ça, évidemment, c'est un élément dont il faut tenir compte dans le cadre du lancement de ce type de projet. Et enfin, les mesures de sécurité doivent être prises en fonction du risque, en fonction de l'état des connaissances et finalement en fonction des coûts, même si le rapport explicatif s'empresse de préciser que la question des coûts n'est pas une manière de s'affranchir d'une certaine manière des mesures de sécurité. Donc, le coût excessif éventuel d'un certain nombre de mesures ne sera jamais un motif justificatif pour ne pas prendre une mesure. Donc, finalement, cette mention des coûts dans l'ordonnance doit être vue avec un très grand grain de sel dans la mesure où le rapport explicatif ferme d'une certaine manière cette porte. On reste donc très largement au niveau des concepts et on introduit dans l'ordonnance un concept que les praticiens de la sécurité d'information qu'on connaisse bien
qui en anglais se dit CIA, Confidentiality, Integrity, Availability. En français, on utilise plutôt parfois l'acronyme CDI, donc confidentialité, disponibilité et intégrité. Et il rajoute là-dessus le concept qu'on appelle la traçabilité, qui doit permettre, dans le domaine de la protection des données, de comprendre finalement quels sont les traitements qui ont été réalisés de manière concrète. C'est une exigence supplémentaire qu'on rajoute dans le droit de la protection des données et qui se retrouve, comme on le verra tout à l'heure aussi, au niveau de l'obligation de journalisation. Pour ouvrir une petite parenthèse ici, on se rend compte que par rapport aux entreprises réglementées dans le secteur financier, et sans doute un certain nombre d'entre vous qui participez aujourd'hui font partie d'entités réglementées, par exemple par la FINMA, on retrouve là des concepts qui se retrouvent aussi dans la circulaire risque opérationnel, en particulier dans la nouvelle qui a été préparée pendant l'année 2022 et qui entrera prochainement en vigueur. Là aussi, par rapport à ce concept de données critiques qui est référencé dans la circulaire, on a toujours ces concepts de confidentialité, disponibilité et intégrité. Et donc, on voit là que les concepts de la protection des données et les concepts du droit réglementaire se rejoignent. Un autre exemple de ce type-là est que les exigences de la circulaire FINMA outsourcing et les exigences s'agissant des contrats de data processing en cas de sous-traitance sont aussi très largement similaires. Donc, on voit là que souvent la mise en œuvre d'une réglementation nous permet très largement de mettre aussi en œuvre l'autre. Je referme ici cette parenthèse. La manière dont l'ordonnance est structurée est de dire qu'il y a 4 objectifs de protection et par rapport à ces 4 objectifs de protection, on doit prendre des mesures techniques et organisationnelles qui sont listées dans l'ordonnance et que vous retrouvez sur cette slide. Comme ça a été dit tout à l'heure, ces slides vont aussi être circulés. En tant que telle, l'ordonnance ne nous dit pas quoi faire, mais nous dit comment le faire. C'est-à-dire qu'il nous explique qu'est-ce qu'il faut faire, donc quels sont les différents contrôles qu'il faut mettre en œuvre pour répondre à ces 4 objectifs de protection, mais ensuite la mise en œuvre concrète de ces mesures techniques et organisationnelles dépendra évidemment de chaque responsable de traitement et des différents facteurs évoqués tout à l'heure, notamment la nature des données et puis le risque des traitements auxquels on procède. Autre point qui est très important, qui a été largement critiqué dans le cadre de l'avant-projet, était la question de dire que ces mesures de sécurité doivent être revues à intervalles réguliers. Finalement, le nouveau texte, le texte définitif de l'ordonnance, ne nous aide pas beaucoup là-dessus, dans la mesure où il dit que les mesures de sécurité doivent être réévaluées pendant toute la durée du traitement, ce qui, à mon avis, veut plus ou moins dire la même chose que ce qu'on avait dans l'avant-projet de l'ordonnance, mais c'est néanmoins intéressant dans la mesure où le rapport explicatif nous dit que là aussi, c'est le principe de proportionnalité qui s'applique s'agissant du nombre d'updates réguliers qu'on va faire de ces mesures de sécurité. J'en viens aux 2 autres objets que je voulais brièvement évoquer avec vous, les 2 autres mesures qui sont évoquées dans l'ordonnance. D'un côté, la journalisation, qui est effectivement traitée dans le chapitre des mesures de sécurité. À mon avis, la journalisation porte beaucoup plus sur le principe d'accountability, respectivement du privacy by design. C'est probablement pas en tant que tel une mesure de sécurité. Et donc, on peut se demander d'ailleurs que si la délégation du Conseil fédéral, notamment dans l'optique des dispositions pénales, est vraiment valable s'agissant d'un responsable de traitement qui omettrait de procéder à la journalisation. Mais je referme cette parenthèse en espérant qu'on n'aura jamais à se poser cette question des sanctions pénales, évidemment, mais le moment venu, c'est quand même un argument qu'on peut garder à l'esprit. La journalisation, qui est donc une forme de audit trail, qui nous permet de retracer en fait qui a procédé à quel traitement, à quel moment et quel type de traitement et quelle identité des destinataires des données. Donc, on vise véritablement un contrôle a posteriori des traitements, est évidemment un travail très difficile à mettre en œuvre et qui est très chronophage et très intensif en matière de ressources. Heureusement que dans la version finale de l'ordonnance, l'obligation de journalisation, donc la création de cette audit trail, est uniquement requis pour les traitements de données sensibles à grande échelle ou le profilage à risque élevé, j'y reviens dans un instant, et pour autant que les mesures préventives ne suffisent pas à garantir la protection des données.
avec là une phrase un tout petit peu surprenante dans le rapport qui nous dit « De toute façon, cette exception, ce carve-out selon lequel il n'y a pas de journalisation lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à garantir la protection des données, ne sera quasiment jamais remplie. » C'est une affirmation un peu surprenante parce que si on visait par là le risque zéro, c'est juste, mais évidemment, on ne vise pas le risque zéro, on vise la réduction du risque à un niveau acceptable et donc des mesures préventives devraient, à mon avis, permettre dans un certain nombre de situations de garantir la protection des données et donc sortir de l'obligation de journalisation, mais le rapport explicatif, de manière un peu inexplicable, si j'ose dire, ferme cette porte. Donc, journalisation égale audit trail dans les grandes lignes est nécessaire en cas de traitement automatisé de données sensibles à grande échelle ou de profilage à risque élevé. Profilage à risque élevé, qu'est-ce que c'est? Le profilage à risque élevé, c'est un helvétisme, c'est quelque chose qui a été rajouté par le Parlement pendant la procédure parlementaire, et on sait que lorsque les parlementaires interviennent de manière directe sur un texte législatif, ça crée souvent un certain nombre de maux de tête pour les praticiens, parce qu'évidemment, on n'a pas de rapport explicatif, on n'a pas de message, et souvent, ces ajouts qui sont faits au Parlement ne sont pas nécessairement totalement cohérents avec le système dans sa globalité. Un high-risk profiling selon la nouvelle loi suisse, c'est un profilage, donc un traitement automatisé de données personnelles qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne. Et on retrouve là, pour ceux qui s'en souviennent, le concept du profil de la personnalité qu'on connaît dans le droit actuel, mais qu'on n'aura plus dans le droit futur. Et donc, en d'autres termes, un high-risk profiling qui déclenche toute une série de conséquences dans la loi, y compris l'obligation de journalisation, c'est donc un profilage qui conduit à un profil de la personnalité. Volontairement, je simplifie un tout petit peu la situation, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais j'aimerais juste vous permettre d'appréhender le concept dans sa globalité. On a essayé de réfléchir un tout petit peu qu'est-ce que ça signifie, et à notre avis, par exemple, le fait de traiter des données qui révèlent le comportement d'un client en regardant par exemple ses paiements, en agrégeant ses paiements avec les informations qu'il nous a données sur son style de vie, sur ses objectifs de placement, ce qui est typiquement le cas dans l'industrie financière, sur d'autres informations qu'on a récoltées dans le cadre du KYC, ou bien dans le cadre de son comportement lorsqu'il arrive dans une boutique, par exemple. Et si on apparie, qui est un terme français, mais qu'on comprend peut-être un petit peu mieux avec le texte allemand, de faire Knüpfung, donc on fait un lien entre ces différentes données sur une base automatisée, ça nous permet de dégager un profil de la personnalité et possiblement donner lieu à un high-risk profiling. Donc, ce genre de situation où on essaye de remettre ensemble des données qu'on a sur des clients qui découlent de différents canaux pour ensuite offrir des biens ou des services, par exemple des services financiers ou des produits de placement spécifiques, par exemple en matière de finances durables, à un client, à notre avis, possiblement, mais à discuter évidemment, pourrait constituer un high-risk profiling. Dernier point, parce que je vois que le temps avance, que je voulais évoquer brièvement avec vous, donc troisième élément du triptyque des mesures de sécurité, c'est ce fameux règlement de traitement. Alors là aussi, à vrai dire, on ne comprend pas exactement pourquoi c'était indispensable d'introduire ce règlement de traitement dans l'ordonnance. À mon avis, ça ne constitue pas non plus une mesure de sécurité, mais plutôt une émanation du principe d'accountability. Il est vrai qu'on a déjà toute une série d'autres obligations de documentation qui découlent de la loi, et donc rajouter là-dessus encore le règlement de traitement est peut-être un tout petit peu excessif. Heureusement, comme je l'évoquais par rapport à la journalisation, ça ne concerne que les traitements automatisés des données sensibles à grande échelle ou le profilage à risque élevé, et ça vise d'une certaine manière à redonner sur une forme documentée des informations sur l'organisation interne, sur les procédures et sur les mesures de sécurité. À notre avis, il n'est pas forcément nécessaire de recréer un nouveau document, mais je pense qu'on pourrait avoir une sorte de overarching directive qui renvoie elle-même à d'autres documents, qui renvoie au registre de traitement, qui renvoie peut-être à la liste des mesures de sécurité, qui renvoie peut-être à la directive interne sur la gouvernance. Et à notre avis, le règlement de traitement, ça peut également être un document assez bref qui renvoie simplement à d'autres documents par des cross-reference, plutôt de recréer encore un autre document qui vient en sus
de tous les autres documents qui doivent être créés dans le cadre de la mise en œuvre. Je pense que là aussi, on devrait arriver à trouver des solutions pragmatiques. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'ordonnance. Je me suis volontairement focalisé donc sur les mesures de sécurité et j'aimerais maintenant céder la parole à probablement la partie la plus importante de notre webinaire, céder la parole à Antoine Amiguet qui va nous parler des mesures concrètes de mise en œuvre de ces nouvelles règles. Antoine, je te cède la parole. Merci Philippe, bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais vous dire quelques mots sur la mise en œuvre concrète de ces nouvelles règles. Mais avant toute chose, alors j'aimerais passer à la slide suivante. Voilà. Avant toute chose, j'aimerais dire quelques mots sur les dispositions transitoires. On l'a déjà dit dans nos séminaires précédents, mais c'est toujours important de le répéter. C'est une particularité de cette nouvelle loi sur la protection des données. Elle ne prévoit pas, sous réserve d'une toute petite exception qu'on va voir, elle ne prévoit pas de dispositions transitoires. Donc, en d'autres termes, la loi s'applique dès le 1er septembre 2023 en plein. Et c'est-à-dire que eh bien simplement, tous les responsables de traitement devront être en ligne avec ces nouvelles règles dès son entrée en vigueur. Alors, je vous ai dit, il y a une exception, c'est quelques dispositions de la loi qui ne s'appliquent pas à certains traitements, et ce sont des traitements qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, donc avant le 1er septembre 2023, dont les finalités de traitement n'ont pas changé, et pour autant encore que des nouvelles données ne soient pas collectées. Donc, dans ces conditions, il y a 3 dispositions de la nouvelle loi qui ne s'appliquent pas. C'est l'article 7 qui règle la protection des données dès la conception et par défaut, l'article 22 qui règle l'analyse d'impact relative à la protection des données personnelles et l'article 23 qui oblige donc dans certains cas une consultation préalable du préposé fédéral. Donc, sous réserve de ces 3 dispositions qui ne s'appliquent pas à ces traitements, donc qui répondent à ces conditions, donc des traitements qui ont commencé avant le 1er septembre de l'année dernière et qui n'ont finalement pas changé. Donc, c'est un carve-out très, très étroit en fait de la loi. Donc, sous réserve de ces 3 dispositions, tout le reste de la loi s'applique au traitement de données personnelles. Donc, encore une fois, d'où l'importance de s'intéresser à ces questions de protection des données et le cas échéant d'adapter donc ces processus avant le 1er septembre de l'année prochaine. Donc, il nous reste encore une année, ce qui est en principe suffisant. Donc, quelles sont, à notre avis, les démarches importantes à suivre avant le 1er septembre de l'année prochaine? Et pour nous, la première étape, c'est notre premier point de cette slide, c'est d'acquérir le know-how interne. En d'autres termes, il faut comprendre les nouvelles règles. Alors, c'est ce que vous faites un peu ce soir en nous écoutant. Il y aura aussi des prestataires externes qui vont offrir des formations. Notre étude travaille avec l'entreprise eSkill, qui prépare aussi une formation dans ce domaine et qui pourra être très utile justement pour se mettre à niveau sur les nouvelles règles, qu'elles dérivent droit de la nouvelle loi ou de la nouvelle ordonnance. Ensuite, il s'agit d'évaluer la situation actuelle. Et là, notre conseil, c'est toujours de dresser la liste des traitements de données personnelles. Sébastien vous a parlé au tout début du registre des activités de traitement, donc on l'a vu, c'est une exigence qui n'est pas applicable toujours, notamment les entreprises privées qui ont moins de 250 employés et à certaines conditions sont exemptées de cette obligation. Mais même pour ces entreprises qui sont probablement très, très nombreuses en Suisse, notre conseil est de dresser tout de même la liste des traitements, donc de préparer d'une certaine manière une sorte de registre des activités de traitement. Ce document est extrêmement important pour pouvoir justement évaluer ce qui doit être fait pour se mettre en ligne avec les nouvelles règles.
et aussi pour, typiquement, on va le voir tout à l'heure, par exemple, rédiger les privacy notices. Évidemment, si on ne sait pas quel traitement notre entreprise effectue, c'est très difficile après d'informer correctement les personnes concernées. Et puis, une autre chose qui convient de faire, c'est évidemment de revoir la gouvernance et la réglementation interne actuelle que vous avez dans vos entreprises en matière de protection des données. Et ensuite, il faut donc comparer ce que vous avez aujourd'hui avec les standards de demain, donc procéder à une gap analysis et finalement prendre les mesures correctrices qui s'imposent. Voilà, la page suivante arrive. Et là, évidemment, tout va dépendre du résultat de cette gap analysis, mais on a ici énuméré sur cette slide un certain nombre de points qui sont assez standards, qu'on voit très régulièrement dans les dossiers qu'on traite, donc des éléments, des démarches qu'il convient d'effectuer. Une des premières démarches, c'est une des plus visibles, mais c'est aussi une des plus importantes, c'est de rédiger, donc s'il n'existe pas, ou de mettre à jour les notices d'information sur la protection des données, donc les privacy notices en anglais. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir établi un registre des traitements, même si on ne le fait pas selon toute la rigueur de la loi, mais d'avoir une idée précise des traitements qui sont effectués, aide vraiment beaucoup à la rédaction, à la préparation de ces notices d'information. Deuxième démarche très importante à faire, à revoir, c'est de rédiger, de mettre à jour les contrats de sous-traitance, donc les Data Processing Agreements. Et là, évidemment, c'est important donc ça, c'est aussi ce travail sur le registre qui permettra de déterminer si des données personnelles sont transférées à l'étranger. Et le cas échéant, il faudra vérifier que ce transfert est bien documenté, qu'il est correctement documenté, donc par un contrat. Et selon les cas, et notamment lorsque les données sont transférées à l'étranger, et notamment dans des pays considérés comme non adéquats, par exemple les États-Unis, ce qui est quand même relativement fréquent, eh bien là, il conviendra aussi de mettre en place des garanties supplémentaires, typiquement des garanties contractuelles supplémentaires, qui pourront donc s'avérer nécessaires quand les données, encore une fois, sont transférées à l'étranger, en particulier vers des pays jugés non adéquats. Un point extrêmement important également sera de définir la gouvernance en matière de protection des données, et il s'agira notamment de déterminer si vous devez désigner un conseiller à la protection des données, si vous voulez, si vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous voulez tout de même confier cette responsabilité de traiter des questions de protection de données à une ou à plusieurs personnes au sein de votre organisation. Voilà, donc ce genre de questions sont importantes, surtout au regard des points suivants. Évidemment, vous l'avez compris, une des nouveautés de toute cette réglementation, ce sont les droits des personnes concernées qui ont été sensiblement renforcés. Et évidemment, ces personnes vont exercer leurs droits et vont, par exemple, demander à avoir accès à leurs données ou à ce que leurs données soient effacées. Et donc, il faut mettre en place à l'interne de vos organisations des processus qui permettent donc de centraliser ces demandes et de les traiter de manière efficace, ce d'autant qu'il y a parfois des délais donc, qui sont imposés par la loi pour traiter ces requêtes. Un point et qui était également important et de plus en plus important à l'heure actuelle avec tous ces problèmes de hacking qu'on voit ces derniers mois et ces dernières années, c'est de mettre en place un processus en cas de violation de la sécurité des données. Donc, que faire lorsque vous subissez un leak ou un hacking? Donc ça, ce sont aussi des choses qu'il convient de préparer en amont pour être prêt le jour venu. Évidemment, dans ce contexte, il y aura aussi des annonces potentiellement à faire aux personnes concernées, aux autorités. Donc, tout ça doit être réfléchi et doit être prêt, disons, parce que évidemment, on ne sait jamais si et quand on peut être attaqué. Donc, c'est important d'avoir préparé ça en amont.
Et puis enfin, dernier point, parmi donc cette liste qui est évidemment pas exhaustive de démarches à accomplir, mais le dernier point qui nous a paru aussi important, c'est d'établir un processus en vue des traitements futurs de données personnelles. Donc, comme l'a expliqué au début de cet exposé Sébastien, il y aura des circonstances dans lesquelles des analyses d'impact devront être effectuées. Et donc là également, c'est important de savoir comment vous allez les établir, sur quel modèle, qui va s'en occuper. Donc également des questions importantes auxquelles réfléchir en amont. Donc voilà encore une fois une liste non exhaustive de démarches à effectuer. Évidemment, il s'agit probablement des démarches les plus importantes. Donc si ces démarches sont effectuées avant le 1er septembre, vous êtes en principe on the safe side pour parler bon français. Mais évidemment, chaque cas est différent et les démarches concrètes qu'il conviendra d'effectuer dans vos organisations respectives va dépendre du résultat de cette gap analysis. Donc voilà, je suis arrivé au terme de cette partie. Et puis donc, je vais maintenant passer la parole à Sonia De La Fuente, qui va animer la session de Q&A. On a reçu un certain nombre de questions pendant qu'on parlait. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole. Oui, merci beaucoup Antoine. Nous allons effectivement passer à la phase questions-réponses. Merci aux participants. On a reçu beaucoup de questions. Donc, déjà pour gérer les expectatives, malheureusement, il y aura des déçus. On ne va pas arriver à tout traiter, mais comme l'a dit Sébastien Betchart au début du webinaire, comme ça a été fait par le passé, les questions auxquelles on n'arrivera pas à répondre dans les minutes qui suivent par oral vous recevrez une réponse par écrit par nos panélistes. Donc, la première question que je propose que nous traitions concerne le devoir d'information. Alors, je vous lis la question. Je ne suis pas sûre que vous ayez la question soit visible pour les participants. Question pour le devoir d'informer. Dans quelle mesure le responsable du traitement, par exemple une banque, doit-il mentionner ses sous-traitants, par exemple IBM, avec des consultants qui accèdent à la donnée, plus Microsoft Azure Storage qui stocke physiquement la donnée, et en particulier, en imaginant que IBM est remplacé par un compétiteur ou Microsoft remplacé par Amazon Web Services, les utilisateurs doivent-ils être avertis et valider à nouveau les conditions d'utilisation? Si oui, n'est-il pas illusoire de penser que ce sera le cas? Par exemple, une entreprise change facilement de sous-traitant. Philippe, peut-être tu peux répondre à cette question. Absolument, très volontiers. Je pense que c'est une question tout à fait légitime et je crois que la loi, pour une fois, y apporte une réponse pragmatique. C'est vrai que le devoir d'information porte aussi sur ce qu'on appelle les destinataires des données et le rapport explicatif de l'ordonnance précise que les sous-traitants auxquels les données sont confiées sont des destinataires, mais l'information porte non pas nécessairement sur le nom de chaque sous-traitant, mais sur des catégories. Et donc, on peut par exemple informer sur le fait qu'il y a des sous-traitants, par exemple, en matière de prestations IT, en matière de stockage ou pour certains types de processing, mais on peut en rester au niveau de la catégorie du sous-traitant sans nécessairement devoir dire le nom de ce sous-traitant. Et incidemment, c'est un point qui a été spécifiquement discuté avec le préposé déjà sous l'angle du droit actuel. Comme vous le savez peut-être, l'Association des banquiers a publié des Cloud Guidelines qui visent notamment à expliquer à quelles conditions les banques peuvent recourir à l'infrastructure cloud. Et ces Cloud Guidelines ont été aussi discutés, pas formellement validés, mais discutés avec le préposé. Et là, c'est vrai que dans une première version, l'idée était qu'on doive donner le nom en tant que tel du prestataire, cloud, Microsoft, Google, Amazon, Oracle, mais finalement, il y a été renoncé et on peut en laisser au niveau des catégories avec quand même, à mon sens en tout cas, au niveau du principe de transparence, l'obligation de dire que si le sous-traitant utilise une infrastructure de type cloud, on doit mentionner, à mon avis,
ce fait-là, donc pas le nom du prestataire, mais le recours à une infrastructure de type cloud. Je le déduis aussi du rapport explicatif qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, mentionne spécifiquement les technologies cloud. S'agissant, et j'ouvre une petite parenthèse qui n'est pas tout à fait en réponse à la question, mais je le mentionne quand même, il est une chose de dire qu'on n'a pas besoin d'informer les personnes concernées du nom des sous-traitants, respectivement des changements au niveau des sous-sous-traitants, mais dans le cadre du contrat que le responsable de traitement, donc par exemple l'entreprise, passe avec son sous-traitant, qui est ce Data Processing Agreement imposé par le RGPD et aussi par la nouvelle loi suisse, là, on doit prévoir une obligation que le sous-traitant informe le responsable de traitement en cas de changement des sous-traitants, donc des sous-traitants de deuxième niveau. Donc, le responsable de traitement doit être informé, il doit avoir un droit contractuel à l'information, mais en revanche, l'information des personnes concernées, donc le rapport entre le responsable de traitement et les personnes concernées, là, on peut en rester au niveau des catégories de destinataires, donc des catégories de sous-traitants. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Philippe. Alors, la deuxième question, celle-ci concerne les analyses d'impact. Donc, je vous lis la question. Concernant les analyses d'impact qui doivent, dans certains cas, être soumises pour information ou préposées, pouvez-vous confirmer que cela n'est pas nécessaire si l'entité dispose d'un Data Protection Officer? Sébastien, peut-être tu peux répondre à cette question? Oui, avec plaisir. Alors peut-être pour planter un peu le décor, et j'en profite pour répondre à une autre question qui nous a été posée, qui était la question de savoir qui était le préposé. Alors désolé si on est passé un peu rapidement ou on n'a pas abordé ce point. Le préposé, qui est en vérité le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, est l'autorité de surveillance de protection des données au niveau fédéral, et c'est donc lui qui surveille, entre guillemets, la bonne application de la LPD. Ensuite, deuxième élément important pour répondre à cette question, donc comme la question le dit, les entreprises ou les responsables de traitement privés ont la possibilité de nommer des conseillers à la protection des données, et qu'on appelle aussi en anglais les Data Protection Officer ou DPO. Et lorsqu'ils ont ces conseillers à la protection des données, ils peuvent bénéficier de certains privilèges, et notamment de ne pas informer le préposé à la protection des données lorsqu'une analyse d'impact arrive à la conclusion qu'il y a quand même un risque élevé. Ça découle de l'article 23 alinéa 4 de la nouvelle loi sur la protection des données. Ce qui est important, je pense quand même de préciser, même si ça découle également de la question, c'est que si l'entreprise a un conseiller à la protection des données, elle n'est pas entièrement soustraite à l'obligation de faire une analyse d'impact. C'est uniquement une fois le résultat de cette analyse d'impact constaté que s'il y a un risque élevé, il n'y a pas l'obligation de transmettre ceci au préposé. Il y a la possibilité donc de le transmettre au conseiller à la protection des données, qui ensuite, lui, devrait normalement prendre les dispositions nécessaires. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question, et Sonia, je te rends la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, troisième question, cette fois-ci qui est en lien avec les fondations de prévoyance. Je vous lis la question. Quid d'une fondation de prévoyance avec 350 assurés et 200 rentiers, mais sans employés, doit-elle, selon vous, établir un registre d'activité? Antoine, peut-être tu peux répondre à cette question. Oui, volontiers. Alors, les caisses de pension, c'est vraiment un cas très, très particulier. On va dire que c'est des animaux un peu spéciaux. On n'arrivera pas à traiter toutes les questions liées aux caisses de pension aujourd'hui. Mais peut-être dire que l'étude va animer un séminaire au début décembre aux journées de la prévoyance professionnelle
qui sera vraiment, réservé en fait à ces questions liées à la protection des données et les caisses de pension. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera toutes les informations nécessaires. Mais donc, pour répondre de manière très, très brève à la question qui est posée, mais encore une fois, c'est vraiment un peu schématique la réponse que je vais donner, il faut vraiment voir dans chaque cas particulier. Mais la réponse à la question, donc savoir si une caisse de pension doit ou non tenir un registre des traitements va dépendre de savoir si la caisse est enregistrée ou pas. Et si elle est enregistrée, on va considérer que c'est un organe fédéral, en fait, parce qu'elle exécute une tâche qui est prévue par le droit fédéral, donc par la LPP. Et dans cette mesure, elle est non seulement tenue de tenir un registre des traitements, mais également de l'annoncer au préposé fédéral. Donc ça, c'est les règles qui s'appliquent aux caisses enregistrées. Et puis pour les caisses non enregistrées, alors ce sont les règles qui ont été évoquées par Sébastien durant la présentation. Et puis effectivement, dans ce cas, donc, imaginons qu'on soit dans une caisse non enregistrée, qui a 350 assurés, 200 rentiers, mais que très peu ou pas d'employés, a priori, donc elle serait exemptée de tenir ce registre, sauf si elle traite beaucoup de données sensibles. Et ça peut être le cas, par exemple, d'une caisse de pension qui va soumettre des questionnaires de santé, par exemple, à ses assurés. Donc voilà, ça dépendra non seulement du nombre d'employés, donc pour répondre totalement, donc non seulement de la question de savoir si la caisse est enregistrée ou pas enregistrée, après de savoir combien d'employés elle a. En général, les caisses de pension ont moins de 250 employés, mais après, il s'agira aussi de vérifier si des données personnelles sensibles sont traitées. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur ces caisses de pension. Et encore une fois, si ça vous intéresse, il y a un autre séminaire qui sera réservé à ces questions au début du mois de décembre. Parfait. Merci beaucoup, Antoine. Et la quatrième et dernière question, puisque le temps avance. Alors, je vous lis la question. Bonsoir, est-ce que l'information de qui prend les informations doit aussi être indiquée à un nouveau client dans un magasin lors de la prise de coordonnées? C'est peut-être une question pour Philippe. Très volontiers, merci beaucoup Sonia. Oui, la réponse courte est oui. On doit informer la personne concernée chaque fois qu'on traite des données personnelles sur cette personne, et la collecte d'informations, évidemment, est un traitement. Donc, évidemment, le simple fait de rentrer dans un magasin, ça, c'est pas une donnée personnelle en tant que telle, avec peut-être une petite exception dont je vais parler dans un instant. Mais dès qu'on commence à demander à la personne, par exemple, de s'enregistrer sur la mailing list de l'entreprise, dans ce cas-là, effectivement, on doit l'informer. Alors, comment est-ce qu'on le fait concrètement? Là, le rapport explicatif de l'ordonnance nous aide un tout petit peu dans la mesure où elle prône une approche par palier, c'est-à-dire qu'il est possible de donner une information très high level sur par exemple, sur le petit carton qu'on fait remplir à la personne pour qu'elle puisse rentrer son adresse. Maintenant, ça se passe de plus en plus aussi sur les écrans. On donne une information high level avec ensuite un renvoi sur un site Internet qui contiendra la privacy notice globale de l'entreprise. Aujourd'hui, le plus souvent aussi, ça se passe par un simple QR code que la personne peut lire et ensuite envoyer à la privacy notice qui elle-même, après, contiendra généralement les coordonnées de contact du Data Protection Officer, conseiller à la protection des données, pour des informations supplémentaires. Donc, ce genre d'information par palier avec une information minimale au niveau de la collecte, renvoi à un site Internet, puis coordonnées de contact, c'est quelque chose qui est spécifiquement prévu enfin pas vraiment prévu, mais en tout cas qui est proposé par le rapport explicatif dans l'ordonnance, avec aussi ce concept qu'en allemand on appelle le Medienbruch, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une représentation physique de la privacy notice à une représentation numérique. Donc, on peut avoir un certain papier qui renvoie à un document sur un site Internet. Ce passage d'un processus purement analogique à un processus digital
est admissible pour fournir l'information. C'est précisé dans l'ordonnance. Ça m'amène rapidement à 3 observations très rapides. La première, c'est que la question qui est posée, elle est très pertinente parce qu'elle pose la question de la dissémination de l'information, en particulier par rapport à des personnes avec lesquelles l'entreprise n'a pas de rapport contractuel. Et je pense là, par exemple, à des prospects ou à des candidats. Et donc là, évidemment, il faut vraiment réfléchir en matière de processus, et ça fait partie des travaux préparatoires qu'Antoine évoquait tout à l'heure. Comment disséminer au mieux cette information par un site internet, par un footer dans les emails, etc., pour s'assurer que toutes les personnes concernées, même celles qui n'ont pas, disons, de rapport contractuel avec le responsable de traitement, soient informées, ou en tout cas, on peut démontrer qu'on a fait des efforts pour les informer. Et s'agissant plus spécifiquement des magasins, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'industrie des services pour l'instant, mais il y a aussi d'énormes enjeux de protection des données qui se passent évidemment dans les magasins. Il y a maintenant une certaine pratique, en tout cas du préposé et aussi des autorités de protection des données européennes, sur 2 sujets. D'un côté, la vidéosurveillance, mais pas la vidéosurveillance classique, mais plutôt la vidéosurveillance que j'appellerais plus, qui vise à déceler des comportements potentiellement suspects de personnes et qui peuvent amener après des agents de sécurité à intervenir. Ça, évidemment, c'est hautement délicat en matière de gestion de la protection des données et ça impose, à mon avis, en tout cas, la prise de toute une série de mesures de sécurité, notamment par rapport aux personnes qui pilotent ces systèmes qui visent à identifier des comportements potentiellement suspects avant même, disons, un vol, par exemple, dans un magasin, mais c'est quelque chose qu'on observe et vous retrouverez dans le rapport annuel du préposé une prise de position par rapport à ce genre de système qui ont été mis en place par un grand détaillant en Suisse. Et d'autre part, on assiste aussi maintenant à la mise en place de mesures de marketing qui visent d'une certaine manière à scanner la personne qui rentre dans le magasin. C'est pour ça que je faisais allusion avant au fait de rentrer dans le magasin, à déterminer son âge, son sexe et peut-être aussi la manière dont la personne se sent. On appelle ça le mood, age, gender. Et sur cette base-là, projeter une certaine publicité à la personne qui soit passe devant un magasin ou passe dans une gare, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été examiné en détail dans l'Union européenne, notamment en France et en Allemagne, et se posait notamment la question de savoir si ce traitement en une fraction de seconde du mood, age, gender de la personne, qui de surcroît n'était pas nécessairement identifiable, parce qu'évidemment, elle ne porte pas son nom sur elle. Donc, on pourrait poser la question de savoir si on a même affaire à un traitement de données personnelles. Et là, on a eu différentes réponses des autorités en France et en Allemagne. Donc, on voit que cette question de protection des données, finalement, elle s'insère dans toute une série de secteurs de l'économie et on assiste à toute une série d'enjeux très concrets au niveau de la mise en œuvre qu'on a essayé d'éclairer en partie, en tout cas, aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Alors, merci beaucoup Philippe et nous avons atteint et dépassé le temps réglementaire. Donc, merci encore pour vos questions et il ne me reste plus qu'à céder la parole pour le mot de la fin à Sébastien Betchart. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à mes collègues pour leur très intéressante présentation. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre ce webinaire, que vous avez pu recevoir des premiers éléments de réponse sur ces questions qui soulèvent de nombreux défis. Toute l'équipe Data Protection d'Auberson-Abels reste bien entendu à votre disposition pour des questions spécifiques et je vous rappelle que vous allez recevoir dans quelques jours en email avec les slides qui ont été présentés pendant ce webinaire, en lien pour revoir le webinaire et enfin les différentes réponses par écrit aux questions qui ont été posées et auxquelles il n'a pas été possible de répondre dans le cadre de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation et au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire. Très bonne fin de journée, à bientôt. Merci beaucoup.